Imaginons une scène assez banale en fait. Quelqu'un conduit sa voiture tranquillement sur l'autoroute. Ouais. Et là, soudainement, le voyant rouge du moteur s'allume sur le tableau de bord, il y a une épaisse fumée noire qui commence à sortir du capot et un bruit métallique vraiment terrifiant qui résonne dans tout l'habitacle. Le genre de situation où tu paniques un peu, quoi. Exactement. Et la réaction logique, instinct de survie oblige, ce serait de s'arrêter sur le bas-côté, de couper le contact et d'appeler une dépanneuse pour comprendre quelle pièce a lâché. C'est ce que tout le monde ferait. Au lieu de ça, cette personne sort un magnifique autocollant en forme de smiley géant, elle le colle pile sur le voyant rouge qui clignote, elle garde les mains crispées sur le volant et elle répète frénétiquement « Tout va bien se passer, cette voiture roule à la perfection ». Ah ouais, d'accord. C'est l'illustration clinique du déni, ça. Totalement. On traite un symptôme super angoissant par une sorte de diversion psychologique de surface, en espérant que le simple fait de cacher l'alerte va réparer magiquement la courroie de distribution ou le joint de culasse, tu vois. C'est ça, la pensée magique. Sauf que le problème mécanique de fond, il reste absolument intact. Et le moteur va inévitablement exploser quelques kilomètres plus loin. Et c'est une attitude qui paraîtrait complètement suicidaire en mécanique, mais pourtant, quand on regarde notre rapport à notre propre esprit, c'est en fait la méthode privilégiée par des millions de personnes. Ouais, à travers tout ce phénomène mondial de la pensée positive. C'est exactement ça. Pendant des décennies, toute une industrie du développement personnel a vendu cette idée qu'il suffit de se répéter des affirmations joyeuses devant son miroir le matin pour transformer sa vie. Genre, je vais bien, tout va bien. Voilà, on essaie de noyer des doutes super profonds et des dysfonctionnements sous des sourires mentaux ultra forcés. Seulement, la réalité extérieure, elle refuse obstinément de s'aligner sur ces incantations. Le moteur continue de fumer. C'est ça. Le résultat de ce déni, au final, c'est pas le succès. C'est une frustration immense, un épuisement cognitif et une sensation d'échec encore plus lourde à porter. Et cette désillusion face à l'optimisme aveugle, c'est justement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. Il est vraiment temps de disséquer la mécanique mentale qui sépare la pensée positive traditionnelle, la pensée négative qui est son miroir, et un troisième concept beaucoup plus chirurgical. Un concept qu'on ignore souvent d'ailleurs. Ouais, ignoré par la psychologie de comptoir, on va dire. C'est ce que l'auteur appelle la pensée juste, ou le right thinking, dans la terminologie d'origine. Et pour cette plongée en profondeur, on s'appuie sur les travaux du docteur Robert Anthony, dans son livre de référence Beyond Positive Thinking. L'objectif de notre discussion, c'est de comprendre comment notre plan mental, notre architecture cognitive, dictent de manière implacable notre réalité physique. Et on va découvrir des vrais outils pour réécrire ce code source. Ok, décortiquons tout ça. L'approche de ce livre, elle est vraiment à des années-lumière des clichés habituels du développement personnel où on demande de faire des vœux à l'univers en attendant que ça tombe du ciel. Ah complètement. Son approche, elle ressemble presque à de la physique quantique par moment. Il pose un postulat de départ très cru. L'univers fonctionne selon des lois strictement impersonnelles, neutres et mathématiques. Comme la loi de cause à effet. Exactement. Et le livre utilise une métaphore super visuelle pour montrer cette impartialité. Il décrit l'univers comme une rivière au débit infini. Cette rivière, elle coule en permanence, mais sans aucune intention morale. Elle juge personne. C'est ça. Elle se fiche éperdument de savoir si la personne assise sur la rive est en train de pleurer de désespoir ou de danser de joie. L'eau, elle est là, disponible en abondance. D'accord. Et une personne peut s'en approcher avec une toute petite cuillère, une autre avec une simple tasse, et une troisième avec un tonneau gigantesque. Le volume d'eau disponible, il reste le même pour tout le monde. Donc ce qui limite la récolte, c'est pas l'univers qui dit non. Non, c'est uniquement la taille et la forme du récipient qu'on utilise. Et ce récipient, ça symbolise tout simplement notre niveau de conscience. Ah ouais, c'est un changement de paradigme assez brutal. Et si je pousse le raisonnement avec une métaphore peut-être un peu plus technique, c'est exactement le même principe que le réseau électrique. Ah oui, bien sûr. Le courant électrique qui traverse une ville, c'est une force d'une neutralité absolue. Elle n'a aucune intention bienveillante ou malveillante. Si l'installation d'une maison est bien faite, cette électricité va fournir de la chaleur, faire tourner des ordis, éclairer les pièces. Tout roule, quoi. Mais si quelqu'un fait une erreur de branchement ou laisse des câbles dénudés, cette même force, elle va provoquer un court-circuit et potentiellement déclencher un incendie dévastateur. Ouais, l'électricité ne punit pas l'ignorance. Voilà, elle suit juste les lois de la physique. Mais là, j'ai quand même une grosse objection qui me vient à l'esprit. Je t'écoute. Si tout est véritablement impersonnel et neutre,
Comment on explique cette sensation viscérale que plein de gens connaissent d'avoir un mauvais karma persistant? Ah, la fameuse poisse. Ouais. Cette impression tenace qu'un petit nuage noir flotte spécifiquement au-dessus de certains projets. Que le sort s'acharne sur quelqu'un en particulier, peu importe ses efforts. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette sensation familière d'acharnement du sort, en fait, elle vient d'une erreur fondamentale dans la façon dont on filtre la réalité. Et c'est là qu'intervient le fameux concept de pensée juste. D'accord. Comment ça marche alors? Dans notre fonctionnement classique, la pensée positive et la pensée négative, elles agissent toutes les deux comme des lunettes avec des verres teintés. Ce sont des distorsions. Des filtres en gros. Ouais. La pensée positive, elle essaye de peindre une situation catastrophique en rose fluo pour calmer l'angoisse. Et la pensée négative, elle assombrit une situation qui pourrait être neutre, juste par anticipation de la douleur. C'est fou comme on oscille toujours entre les deux. Et la pensée juste, au contraire, elle opère de manière clinique. Elle cherche ni l'euphorie artificielle, ni la validation de nos peurs. Elle s'ancre vraiment dans l'observation chirurgicale des faits actuels. Donc, en regardant la réalité sans le filtre de la panique ou de l'espoir naïf, on arrête de nager à contre-courant. Exactement. Et c'est comme ça qu'on aligne enfin nos actions sur ces fameuses lois universelles. Du coup, si l'univers, cette grande rivière neutre, se contente de remplir le récipient qu'on y tend, l'urgence, c'est de comprendre ce qui fabrique ce récipient. C'est clair. Pourquoi certains arrivent avec un immense réservoir prêt à accueillir des opportunités massives, alors que d'autres s'épuisent à essayer de capter leur potentiel avec un dé à coudre percé? Eh bien, le texte pointe directement du doigt une mécanique de sabotage très intime, à savoir notre image de nous-mêmes. Une image qui est constamment prise en otage et rétrécie par l'ego. L'ego, toujours lui. Toujours. Et cette mécanique de sabotage, elle repose sur une confusion identitaire majeure. Pour l'auteur, il est vital de créer une cloison étanche entre notre identité fondamentale, c'est-à-dire qui nous sommes, et notre comportement temporaire, ce que nous faisons au quotidien. C'est pas facile de séparer les deux. Non. Mais son postulat, c'est que notre conscience supérieure, notre essence, elle est spirituellement et psychologiquement complète. Elle n'est pas endommagée. Par contre, nos actions dans le monde matériel, nos choix pro ou perso, ils sont souvent maladroits, biaisés, voire complètement désastreux. Ouais, on fait tous des erreurs. Et l'ego, qui a une peur bleue de perdre le contrôle, il va se nourrir de cette fusion toxique entre notre identité parfaite et nos actions imparfaites. En fait, l'ego, il joue un peu le rôle d'un archiviste malveillant dans notre cerveau. Dès qu'on essaye de sortir de notre zone de confort ou de prendre un risque calculé pour agrandir notre fameux récipient, l'ego déclenche un audit interne. Oh, j'adore l'image de l'archiviste. Il va fouiller dans les vieux dossiers et il murmure un truc du genre Attention, tu te rappelles ce désastre financier en 2018 ? Tu te rappelles ton humiliation publique à cette réunion ? C'est ce que tu es. » Il veut te figer dans le passé. Ouais, son objectif neurologique, c'est de générer une culpabilité tellement paralysante qu'elle maintient la personne à un niveau de risque proche de zéro. Et donc, le récipient reste au format petite cuillère. Et cette identification un peu pathologique à nos erreurs, elle alimente un autre sentiment extrêmement corrosif, qui est analysé dans le livre, le ressentiment. Ah oui, l'envie, la jalousie. C'est ça. Plutôt que d'affronter l'inconfort de grandir, l'ego, il préfère rabaisser ceux qui ont déjà réussi. Envier ou haïr ceux qui ont ce qu'on désire, que ce soit l'argent, le succès ou du temps libre, c'est un véritable poison cognitif. Ça nous bloque. Complètement. Prenons quelqu'un qui a une aversion idéologique profonde pour les gens riches. Inconsciemment, cette personne va programmer son propre cerveau pour rejeter la création de richesse. Par souci de cohérence interne, le cerveau refusera de fournir les idées ou l'énergie pour que cette personne devienne la cible de sa propre haine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un conflit d'intérêts direct à l'intérieur de notre propre crâne. Mais le pire, c'est que le livre précise que ce genre de ressentiment chronique génère un stress physiologique continu. Ça attaque le corps, j'imagine. Oui. L'hostilité maintenue sur le long terme libère du cortisol, ce qui finit par altérer la réponse du système immunitaire. Éprouver du ressentiment, en fait, c'est comme envoyer à son subconscient une déclaration notariée disant qu'on est inférieur et qu'on manque de tout. D'accord. Alors, pour sortir de cette boucle destructrice et arrêter de juger ses propres échecs, l'ouvrage propose une image mentale que je trouve super parlante. C'est celle du chantier de construction. Ah oui, très belle métaphore. Imaginons un passant qui s'arrête devant une maison en construction. Il voit que des parpaings bruts, des tranchées dans la terre, il n'y a pas de toit. Ce passant, il va pas s'indigner et hurler « Quelle catastrophe architecturale! Cette maison est un échec absolu, elle laisse passer la pluie, la geloue. » Non, ce serait absurde.
On observe simplement, avec objectivité, que le bâtiment est en phase d'édification. Il y a des étapes à franchir. Et cette même clémence factuelle, on devrait l'appliquer à notre développement personnel. Cela soulève une question importante. Parce que c'est bien beau la métaphore, mais comment on fait concrètement pour vivre avec le souvenir cuisant d'une vraie faute professionnelle, sans laisser l'ego en faire un tatouage identitaire? L'auteur propose une méthode de dissociation très spécifique pour ça. Ouais, la technique est très visuelle. Il faut s'imaginer debout, bien ancré sur la berge d'un large fleuve, en train de regarder défiler des bateaux qui sont portés par le courant. Chaque bateau, ça représente une erreur passée, une mauvaise décision financière ou un mot blessant qu'on a dit. Et on les regarde passer. On observe ces bateaux approcher, on analyse leur cargaison pour en extraire la leçon de façon objective, puis on les regarde s'éloigner vers l'horizon. La règle psychologique absolue ici, c'est de ne jamais prononcer la phrase « c'est mon bateau ». Ah, ça c'est puissant. On récupère la donnée pure, l'information stratégique pour pas refaire l'erreur, mais on laisse toute la charge émotionnelle toxique dériver et disparaître. En gros, on extrait le code source de l'erreur et on supprime le fichier émotionnel corrompu. C'est redoutable comme stratégie. Mais bon, en pratique, cet égo tenace y trouve souvent d'autres portes d'entrée. C'est clair. Son arme de destruction massive la plus insidieuse, c'est notre dialogue intérieur, ce fameux self-talk, ce bavardage permanent qui agit vraiment comme des commandes informatiques qu'on tape direct dans le système d'exploitation de notre subconscient. L'analogie avec un système d'exploitation, elle est hyper juste. Le livre compare le subconscient à un pilote automatique dans le cockpit d'un avion de ligne. Ce mécanisme, il n'a aucune volonté propre, aucune morale, aucune capacité de critique. Il suit juste le programme. Exactement. Sa seule mission, c'est de s'assurer que l'avion suit aveuglément la trajectoire dictée par les croyances dominantes de l'esprit conscient. Son but, c'est de donner raison à l'ordinateur de bord. Ouais. Donc, si le pilote automatique a été configuré par des années de dialogue interne négatif pour aller vers l'échec, et qu'un pilote humain décide soudainement de redresser l'appareil par la simple force de sa volonté consciente, le système va lutter. Ça va demander un effort cognitif titanique. Et dès que le pilote relâche son attention, fatigué par la lutte, Le pilote automatique reprend froidement le contrôle pour cracher l'avion sur sa trajectoire de chute initiale. donc le subconscient ne fait pas la différence entre un bon objectif et un objectif destructeur, il exécute bêtement la commande. Et ce comportement aveugle, ça nous mène tout droit à ce que l'auteur appelle le principe du. Bien sûr, le Shorenov Principle. La prophétie autoréalisatrice par excellence. C'est l'anatomie parfaite de ça, ouais. Quelqu'un anticipe un désastre, disons un entretien d'embauche crucial. Le pilote automatique enregistre la commande « échec ». Et hop, inconsciemment, cette personne va oublier d'imprimer son CV, mal régler son réveil ou avoir une posture hyper défensive face au recruteur. Et quand le refus tombe, le conscient reprend le dessus et s'exclame avec un soulagement presque morbide. Bien sûr. Je savais que j'étais pas à la hauteur. C'est tout moi, ça. On orchestre notre propre chute juste pour avoir la satisfaction de prouver que notre complexe d'infériorité disait vrai. C'est dingue. Pour casser cette spirale d'auto-sabotage, il faut faire une intervention chirurgicale sur le vocabulaire qu'on utilise, parce que les mots génèrent des réactions physiologiques. D'accord, un exemple. Un des conseils les plus directs du livre, c'est d'éradiquer totalement l'expression « je dois » de notre discours interne. Penser ou dire je dois absolument finir cette présentation » ou « je dois perdre du poids », ça introduit tout de suite un rapport de soumission. C'est vécu comme une agression par le cerveau. Ouais, le cerveau reptilien interprète cette obligation comme une contrainte extérieure hostile, une perte de liberté. Et la réaction défensive naturelle face à ça, c'est ce que l'auteur nomme l'évitement créatif. Autrement dit, la procrastination. Exactement. La parade linguistique, c'est de recadrer l'action en utilisant « je choisis de ». Si tu formules « je choisis de terminer cette présentation car je valorise mon évolution de carrière », ça supprime la sensation de menace. Ça réactive la responsabilité individuelle. C'est un piratage linguistique très élégant. Mais mettons-nous dans un scénario de crise réelle. Quelqu'un fait une énorme bourde, perd un client capital par pure négligence. Ouais, la grosse boulette. Comment on fait pour éviter de replonger dans l'autoflagellation en mode « je suis vraiment le roi des incompétents » tout en esquivant la positivité toxique qui dirait « c'est pas grave, le client n'était pas sur la même fréquence vibratoire ». Il faut bien faire face à l'erreur sans détruire l'image de soi. Si on relie ça à une vision plus globale, la méthode d'intervention immédiate du Dr Anthony face à l'échec est fascinante. Elle s'appuie sur une spécificité de nos neurones. À la seconde où on constate l'erreur, au lieu de laisser le dialogue destructeur s'installer, il faut verbaliser une correction comportementale. C'est-à-dire, Dire un truc comme
cette action ne me ressemble pas. La prochaine fois que je serai face à un client dans cette situation, je préparerai tel document en amont et je réagirai de telle manière. On recadre immédiatement. Et l'étape d'après, c'est de fermer les yeux et de visualiser mentalement la scène corrigée en train de se dérouler de manière optimale. Scientifiquement, le cerveau humain, au niveau des synapses, a énormément de mal à faire la différence entre une action physiquement exécutée et une action intensément imaginée avec de l'émotion. En visualisant la réussite, on force les mêmes réseaux neuronaux à s'activer. Et le pilote automatique enregistre alors cette nouvelle trajectoire corrigée comme une expérience de succès dans sa base de données. Une vraie mise à jour du logiciel en temps réel. Une fois que ce nettoyage interne est fait, que le pilote automatique ne cherche plus à nous cracher, l'enjeu, ça devient d'atteindre des résultats extraordinaires. Et pour ça, le livre s'attaque de front à la règle sociale la plus tenace, la fameuse obligation d'être réaliste. Le fameux proverbe « il faut le voir pour le croire ». Ah, ce fameux réalisme, c'est souvent juste un bouclier pour un pessimisme qui n'assume pas son nom. Le texte renverse complètement ce proverbe et affirme que l'ordre de traitement de l'information par le cerveau est inversé. Il faut croire pour voir. Believing is seeing. Comment ça marche biologiquement ? Cette mécanique, elle est gérée par une petite structure dans le tronc cérébral, qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le SAR. Ce réseau, il agit comme un vigile impitoyable à l'entrée de notre conscience. Un physio à l'entrée de la boîte de nuit ? C'est exactement ça. À chaque instant, nos sens captent des millions de données brutes. Si le cerveau devait tout traiter consciemment, ce serait l'effondrement cognitif immédiat. Donc le rôle de ce vigile, c'est de filtrer drastiquement en ne laissant passer que ce qui est sur la liste des invités. Et cette liste, elle est rédigée par nos croyances dominantes et nos objectifs. C'est le mécanisme derrière l'exemple hyper classique de la voiture, ça ? Exactement. Quelqu'un décide d'acheter un SUV japonais vert sapin. La décision est prise. Et bam, dès le lendemain, cette personne commence à voir des SUV vert sapin à chaque feu rouge, sur l'autoroute, garés dans sa rue. Les usines n'ont pas inondé la ville pendant la nuit. Bien sûr que non. Ces voitures, elles étaient là depuis des années. Simplement, avant la décision, le système d'activation réticulaire les considérait comme non pertinentes pour les objectifs de la personne. Et il les gommait purement et simplement de la vision consciente. Et ce filtrage, c'est la clé de voûte pour réaliser n'importe quel projet complexe. Tant qu'un objectif n'est pas verrouillé avec une certitude absolue dans la tête, les solutions, les partenaires, l'argent qui nous entoure resteront littéralement invisibles. Le vigile bloquera l'accès à ces infos. C'est fascinant. C'est pour ça que l'auteur redéfinit le mot foi, en enlevant tout le côté mystique. La foi psychologique, c'est la capacité de fixer un point d'arrivée de façon irrévocable, avant même d'avoir la carte du chemin. Une fois l'objectif gravé, le cerveau est contraint de modifier ses filtres. Et des opportunités qui étaient invisibles dans la routine deviennent des évidences absolues. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? L'application de ce principe dans le monde de l'entrepreneuriat ou de la création, c'est vertigineux. On voit tout le temps des gens qui justifient leur inaction en disant « je lancerai ma boîte quand j'aurai levé tous les fonds, quand j'aurai validé chaque compétence ou quand le marché serait zéro risque ». Ceux-là, ils restent pétrifiés sur la ligne de départ. Ouais, parce qu'ils exigent que les ressources apparaissent avant de s'engager. À l'opposé, ceux qui s'engagent totalement envers un résultat, sans garantie au départ, ils transforment leur système d'activation réticulaire en radar militaire de haute précision. C'est clair. Ils vont détecter un financement inhabituel ou provoquer une rencontre fortuite qui débloque tout. Ces éléments, ils étaient là depuis le début, mais invisibles pour un esprit qui n'avait pas donné l'ordre de les chercher. Et cette inversion, elle redéfinit même complètement la notion de leadership. L'analyse du livre là-dessus est tranchante. Un simple manager, il va faire l'inventaire des ressources actuelles pour déduire les objectifs réalisables l'année d'après. Ça garantit juste la répétition médiocre du présent. Alors qu'un vrai leader... Un vrai leader opérationnel fait l'inverse. Il fixe une vision ambitieuse, presque déraisonnable, avec la certitude stratégique que c'est la poursuite inflexible de cet objectif qui va forcer la création de nouvelles ressources. La vraie difficulté du leadership, c'est d'arriver à désactiver le pilote automatique d'angoisse de ses équipes. Pour qu'ils arrêtent de lister les impossibilités. Voilà. Il faut les inspirer pour qu'ils reprogramment leur filtre cognitif collectif et qu'ils partent à la chasse aux solutions innovantes. C'est vraiment un renversement total de notre rapport au monde. On refuse d'être le spectateur victime des circonstances et on endosse la responsabilité de programmeur de notre propre perception.
Si on rassemble un peu les fils de cette exploration des concepts du docteur Anthony, on réalise que l'univers n'est qu'un immense courant d'énergie neutre. Une rivière qui demande qu'à remplir la structure qu'on lui tend. Et la première manœuvre vitale pour capter cette abondance, c'est de scinder définitivement notre identité profonde de la maladresse de nos actions, ce qui neutralise le pouvoir toxique de l'ego et le poison du ressentiment. Exactement. Et l'étape d'après, c'est de reprendre physiquement les commandes de notre cockpit mental. On traque chaque je dois qui nous paralyse et on le remplace par la force du je choisis de. Et la toute dernière manœuvre, peut-être la plus contre-intuitive, c'est d'exploiter les failles de notre neurobiologie. Comprendre que notre cerveau fonctionne comme une machine à valider des hypothèses. En figeant notre objectif en premier, on force notre système d'activation réticulaire à faire émerger les solutions de l'angle mort de notre réalité. Croire pour forcer les yeux à voir. C'est ça. C'est vraiment une démonstration implacable de la docilité absolue de notre subconscient qui passe sa vie à matérialiser fidèlement les instructions, bonnes ou mauvaises, qu'on lui fournit. Et cette soumission totale de notre subconscient, ça soulève une dernière question assez vertigineuse pour clore notre réflexion. Si la mécanique interne de notre cerveau se comporte vraiment comme une éponge aveugle, dont la seule fonction est de valider les instructions reçues pour modeler le monde, qu'est-ce qui se passe quand on commence à enquêter sérieusement sur la provenance de ces instructions ? Ah oui, vaste sujet, hein? Chaque jour, notre esprit, il est la cible des récits anxiogènes de la société, des algorithmes, de la morosité économique, ou même des peurs non résolues de notre propre entourage. Si on ne monte pas une garde féroce à la porte de notre attention, le plan mental qu'on exécute en ce moment, la forme du récipient qu'on tend à l'univers, est-il vraiment le fruit de notre volonté ? Ou est-ce que notre système d'activation réticulaire passe sa vie à valider mathématiquement les angoisses et les limites construites par d'autres? Est-ce qu'on n'est pas un peu les sous-traitants des peurs de quelqu'un d'autre, au fond ? C'est une interrogation fondamentale à garder à l'esprit la prochaine fois qu'on allume un écran.